on a fait cette coupure qui a commencé, comme vous le savez, après Newton. Ce n'est pas la faute de Newton, parce que Newton était un très grand alchimiste. Et tout ce groupe de savants qui ont fondé la science moderne croyaient dans la possibilité d'unir le christianisme, le judéo-christianisme, la philosophie grecque, c'est-à-dire Platon, l'alchimie et la nouvelle science, c'est-à-dire la mécanique découverte par Newton. Et tout a tombé, tout a été changé par l'énorme progrès industriel de la technologie. Je crois que ce n'est pas une explication totale, parce que je ne crois pas que c'est seulement ça. C'est le fait que, commençant avec la désacralisation du cosmos, on a fini par croire dans la possibilité de répéter les créations cosmiques. Les dernières étapes de la désacralisation, non seulement du cosmos, et du monde, et de la vie, et de l'homme, et de l'histoire, n'a pas été compensée religieusement. On a proposé d'autres théories, d'autres idéologies, d'autres espoirs, d'autres idéologies surtout. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut surprendre les structures de l'homme moderne. Donc, l'existence humaine sans signification, l'homme qui vit dans une nature sans modèle, sans créateur, sans objectif. Et on est arrivé donc à ce type de nihilisme, si vous voulez, que Nietzsche avait déjà annoncé quand il parlait de la mort du Dieu. Et nous assistons maintenant à la crise de l'homme moderne. Ainsi, l'homme moderne se trouve dans un monde qui n'a pas de créateur, qui n'a pas de commencement, qui n'aura pas de fin. L'homme moderne, ou ceux qui ont refusé l'expérience religieuse en tant que possibilité de connaissance, ils ont refusé aussi les structures mentales, les structures spirituelles d'une religion. Non seulement ils refusaient le christianisme, mais refusaient la possibilité d'une expérience et d'une pensée, même mythologique ou religieuse. Et nous arrivons au dernier degré de la désacralisation, le camouflage du sacré, ou son identification avec le profane à travers la théologie de la mort de Dieu. Théologie de la mort des dieux. On peut le discuter, je ne veux pas le discuter. La chose qui me semble importante du point de vue d'un historien de religion, c'est qu'on a essayé, par désespoir, mais aussi par un certain optimisme profondément inscrit dans l'être humain, de répondre à un monde désacralisé et religieusement dévalorisé, de répondre en acceptant que la religion
monothéiste, donc la seule qui comptait aux yeux des Occidentaux, n'est plus ce qu'elle était au temps du judaïsme classique, christianisme classique, parce que Dieu est mort. Et néanmoins, on peut rester chrétien et homme religieux. Bien, c'est curieux que ce dernier acte de création, cette dernière création de la pensée théologique occidentale, qui est la théologie de la mort de Dieu, d'une part, semble dériver des désastres provoqués par le réductionnisme, et surtout par les maîtres du réductionnisme, qui commence avec Karl Marx, qui réduit toute la culture et toutes les activités créatrices spirituelles de l'homme à certaines lois économiques. Il y a ensuite le grand Nietzsche, qui, lui aussi, dans sa rébellion contre le monde, son monde contemporain, il a proposé, tout le monde le sait, un monde qui était en fin de compte réductionniste, mais et surtout Freud, qui avait ses grandes découvertes, d'importantes découvertes du rôle de l'inconscient, a essayé d'expliquer les créations religieuses comme toutes les autres créations spirituelles et culturelles de l'humanité par des processus purement biologiques, précisément sexuels. Penser en historiciste, en freudien ou en marxiste, cela signifie renoncer à la vocation primordiale de l'homme. Par conséquent, disparaître en tant qu'homme. Il se pourrait que le marxisme et l'interprétation matérialiste de l'histoire fussent la dernière épreuve de l'homme, une épreuve désormais planétaire, qui risque de le perdre, tout comme il a failli se perdre tant de fois dans la préhistoire. Pendant des millions d'années, l'homme a été chasseur. Il avait des mythes, des rites, des comportements religieux en relation entre lui et l'animal. L'homme, l'animal chassé, sa proie. À un certain moment, il y a 15 000 ans, 18 000 ans, la grande révolution de la découverte de l'agriculture qui a créé, du point de vue religieux, une crise. La même chose se passe maintenant avec la grande ou les grandes découvertes, la civilisation technologique moderne. Elle ne pouvait pas ne pas occuper peu à peu toute la planète. Seulement, il y a une différence entre cette planétarisation de l'agriculture et la planétarisation de la technologie moderne. Parce que la première était une technique humaine, agricole, mais elle était aussi une religion avec une mythologie, avec un rituel spécifique. Ce n'était pas la technique agricole seulement qui se diffusait, mais c'était la religion et la mythologie agricole, agraire, qui se diffusaient à travers le monde. Dans notre cas, les découvertes, les progrès ont été adoptés partout, mais sans aucune tradition religieuse, justement parce que la technologie moderne n'a pas une base religieuse ou une justification religieuse. Moi, je n'accuse personne, mais je crois que les théologiens chrétiens n'ont pas été à l'auteur de leur mission, n'est-ce pas, depuis 2 siècles. C'est-à-dire, ils n'ont pas essayé de donner le sens qu'ils avaient aux sciences, même aux sciences les plus visiblement, disons, matérialistes.
la technologie. Tout acte technologique, acte scientifique, était avant un acte aussi, sinon religieux, au moins poursuivant un symbolisme d'origine chrétienne. À mesure que l'homme moderne, malgré la mort de Dieu, redécouvre la valeur sacramentaire de l'être, il retrouve un mode d'exister qui le protège contre le nihilisme historiciste sans l'expulser de l'histoire. Ainsi, une nouvelle perspective s'offre à lui grâce à la redécouverte de l'homo religiosus, parce que le sacré est saturé d'être. D'ailleurs, une société areligieuse n'existe pas encore, ne peut pas exister. Si elle se réalisait, elle périrait au bout de quelques générations de neurasthénie ou par un suicide collectif. Si Dieu n'existe pas, tout est cendre. Sur le plan philosophique, il y a un grand tournant avec Descartes. Descartes radicalise la distinction du sujet et de l'objet. Il les perçoit de même qu'il radicalise la distinction du corps et de l'esprit. Il n'en voit plus deux aspects d'un même ensemble, mais deux choses tout à fait indépendantes. Et il enjoint à l'homme, ou du moins il proclame la légitimité de l'acte par lequel l'homme se rend, selon sa formule, maître souverain, souverain possesseur de la nature. Ce qui veut dire très clairement que l'homme est posé en sujet, et le monde, la nature, est posé en objet. Et cet objet est à disposition de l'homme. Il est là pour être exploité, dominé, instrumentalisé dans une perception purement utilitaire. Mécanique, mathématique. Tout à fait mécaniste et mathématique, ce qui va coïncider avec l'époque, évidemment, de Newton, Galilée, etc. Le monde, qu'on appelait autrefois le cosmos, va se vider de sa sacralité intrinsèque. Il n'est plus quelque chose que l'on doit regarder avec respect. Contempler. Et avec respect et amitié, mais c'est au fond un réservoir. D'où l'idée de ressources naturelles qu'on va exploiter à mort pendant très longtemps. Et cela se passa en premier par un philosophe qui s'appelle Descartes. Descartes, lui, est encore profondément catholique, et il veut être fidèle à la foi catholique. Cependant, dans le domaine spécifique de sa recherche scientifique, il montre que l'intelligence a une autonomie. Et il écrit un discours qui s'appelle le discours sur la méthode en science, où il établit des protocoles qui permettront de trouver la vérité. Il écrit aussi des méditations d'ordre philosophique pour le coup, où il pense tout à fait différemment des autres philosophes. Il ne s'agit plus simplement d'être fidèle à l'observation du réel, mais il essaye de prouver de manière presque mathématique, c'est-à-dire de manière non critiquable, que Dieu existe. Il veut aussi prouver que l'homme existe, parce qu'il dit « qu'est-ce qui prouve que j'existe? Je n'en sais rien », et donc il cherche une démonstration imparable. On la connaît, sa démonstration, elle consiste à dire « je pense, donc je suis », et donc je ne peux pas douter que je n'existe pas, parce que si je doute que je n'existe pas, c'est qu'au moins je pense, donc si je pense, c'est que je suis, etc., etc. Il a trouvé une démonstration imparable. Mais on le voit, Descartes, lui, n'est pas à la recherche de la vérité, il est à la recherche de la preuve que ce qu'il dit est vrai. C'est ce qu'on appellera un développement particulier de la philosophie critique. L'œil de la philosophie qu'est la critique, le premier œil qu'avait ouvert Hésiode, prend une place avec Descartes qui est gigantesque. Ça veut dire qu'on se met à douter de tout. Il inaugure cet âge-là. Or, quand on se met à douter de tout, à tout critiquer, y compris ce qui peut être vrai chez ses propres maîtres, on entre en fait dans un excès. Et c'est pourquoi j'ai appelé cet âge-là l'âge de la crise d'adolescence de la philosophie. La faute, je l'ai bien dit, c'est sans doute l'orgueil des maîtres qui avaient précédé. Descartes, lui, il n'ouvre pas du tout une boîte de Pandore, il ne sait pas ce qu'il fait. Il cherche, selon son esprit, et il a tout à fait le droit, à élaborer sa propre recherche. Il fait même de la théologie catholique à certains moments. Bon, il est mis vite de côté parce que c'est un peu bizarre, mais n'empêche qu'il est très ouvert à tout.
Seulement, à cause des abus précédents, dans cette brèche qu'a ouverte Descartes, s'introduira de plus en plus une critique complète de tout ce qui avait été fait par le passé. C'est ce que font souvent les adolescents. Ils jettent l'eau sale du bain, et ils ont raison, mais souvent ils jettent avec le bébé qui est en train de se laver dans le bain. Et donc, petit à petit, on verra les philosophes commencer par rejeter le dogme catholique, c'est ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, et pourquoi pas, puisqu'ils ne veulent pas croire. La foi ne peut pas être imposée. Mais à l'âge suivant, on les verra rejeter l'existence même d'un créateur, découvert par la raison propre. Et pourquoi pas, puisque l'existence du créateur n'est pas évidente. C'est une recherche qui doit la trouver. Mais à l'étape suivante, on se mettra par rejeter l'idée même qu'il y a une vérité. Et curieusement, quand on se mettra à rejeter l'idée même qu'il y a une vérité, c'est-à-dire un réel qui s'impose à soi, on se mettra, alors que l'intelligence est devenue comme folle, à inventer des nouveaux systèmes de vérité, purement cérébraux, et à l'imposer à la réalité. C'est-à-dire qu'on se mettra à penser le monde et à vouloir transformer le monde à la manière dont on l'a pensé. C'est ce qu'on appelle les grandes idéologies du 19e, 20e siècle. Elles fonctionnent toutes de la même façon. Un auteur, quel qu'il soit, a une intuition qui est vraie, souvent. Par exemple, Marx a l'intuition que exploiter les ouvriers sans aucune règle de protection sociale, c'est un crime contre les ouvriers. Et il n'a pas tort, on ne peut pas le critiquer du tout de ça. Et du coup, pour empêcher cette injustice flagrante, il élabore un système où il dit que les gens seront parfaitement heureux le jour où il n'y aura plus de patron, mais où les moyens de production appartiendront à tout le monde, en communauté. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde travaillera généreusement pour tout le monde, puisque ça sera son propre profit. La communauté sera son propre bien. Le système, sur le papier, paraît généreux. Le seul problème, c'est quand on le confronte 2 minutes à la réalité, on voit qu'il ne peut pas marcher, parce que l'être humain n'est pas fait comme ça. Du moins la majorité des êtres humains, parce qu'il existe toujours un petit pourcentage d'êtres humains qui peuvent fonctionner comme ça. Pour le comprendre, prenons une analogie. En 2 minutes, les élèves le comprennent. Si je dis en classe qu'à partir de maintenant, parce que j'estime que je veux une justice totale, tout le monde aura 10 sur 20 quoi qu'il arrive. C'est très juste mon projet, parce que les enfants, les jeunes dont les parents donnent des cours particuliers ou qui ont une culture à la maison, n'auront plus comme ça un avantage sur ceux qui n'ont rien, aucune culture à la maison ou qui ne parlent même pas le français. Tout le monde aura 10 sur 20 quoi qu'il arrive. Alors au départ, qu'est-ce que ça va donner? Très vite, les plus intelligents, les plus rusés, vont comprendre que ça ne sert à rien de travailler. Et donc ils vont tester le coup, ils vont rendre un travail bâclé, et ils auront 10 sur 20. Mais un petit pourcentage, ceux qui croyaient à mon système, eux, ils auront travaillé. Ils auront la surprise d'avoir 10 sur 20. Du coup, ils seront en colère. Et la fois suivante, qu'est-ce qu'ils feront? Eux-mêmes ne travailleront plus. Parce qu'ils diront, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, j'aurai aucune récompense pour mon travail. Résultat, si moi, professeur, je continue de croire à mon système que j'ai établi dans ma tête et qui paraît si logique dans ma tête, je veux l'imposer à mes élèves, je vais me mettre à sanctionner les plus feignants. Je vais créer des sanctions graves, des retenues tous les mercredis, dégueulantes, etc. Je vais inventer le goulag, un goulag scolaire dans l'analogie que je prends. Eh bien les soviétiques firent pareil. Quand ils virent que les gens ne travaillaient pas, ils les rééduquèrent par des camps de travail, espérant qu'ils donneraient par la peur des leçons aux autres, et que ceux qui seraient rééduqués se remettraient à travailler pour le bien commun de tout le peuple. Et il fallut 100 millions de morts pour le comprendre. Au sommet de l'idéologie, Pol Pot, qui lui, constatant qu'en Russie, en Chine, on n'avait pas réussi, se dit « moi je vais y arriver ». Il faut simplement changer la pensée humaine. Et puisque les gens résistent, je vais éliminer les gens qui sont cultivés. Et donc Pol Pot élabora un système où tous ceux qui avaient des mains fines, des mains de professeur ou des lunettes, qui avaient fait des études, même les petites danseuses du corps de ballet de Phnom Penh,
il les fit éliminer avec un sac plastique sur la tête et étouffer. Il voulait repartir que de l'humanité native, les paysans incultes, qui eux, étant généreux, travailleraient pour le bien commun et ils pourraient créer le système communiste idéal, l'humanité nouvelle, le paradis sur terre. Seulement, les petits paysans eux-mêmes se mirent à voler pour se nourrir et pour nourrir leurs enfants quand ils en avaient. Parce qu'ils pensaient d'abord à eux-mêmes et à leurs enfants. L'abstraction du grand, du monde, etc., du parti, ça ne parle pas aux hommes. Et donc le système ne marche pas parce que l'homme n'est pas fait comme cela. Et c'est comme ça que fonctionnent les idéologies. D'étape en étape, avec une boîte de Pandore ouverte par un étouffement de l'intelligence humaine se détacha de tout le réalisme pour inventer des systèmes devenus fous. Les idéologies. Alors il y en a plein d'idéologies au XXe siècle, on peut les citer. Hitler, c'en est une. C'est grossier, c'est énorme. Pour lui, la race germanique est une race supérieure. Et si la race germanique ne gagne pas la guerre, c'est qu'elle n'a pas à survivre parce qu'elle n'a pas été digne de son grand Führer. C'est une idéologie atroce, extrêmement épaisse. Comment a-t-elle pu s'imposer à des gens cultivés, à une civilisation qu'avait donnée Jean-Sébastien Bach, Goethe, cette civilisation allemande? C'est incompréhensible, c'est une crise d'adolescence. C'est donc plus rationnel, c'est plutôt des passions qu'on suit en fonction de circonstances sociologiques du temps. Hitler est arrivé au bon moment, le peuple avait envie de se venger d'une défaite qu'il n'acceptait pas, et Hitler avait un certain charisme. Mais il y en a d'autres, le freudisme par exemple. Il faut tout de même en tenir une couche pour expliquer tous les comportements humains par un problème de libido qu'on aurait dans sa petite enfance dans le rapport avec sa mère et avec son père. Si Freud avait dit le rapport affectif avec son père et avec sa mère est très important, on aurait pu dire mais oui, ça correspond, on voit bien, il y a besoin de deux amours complémentaires, l'un qui est plutôt de l'autorité, l'autre qui est plutôt de la tendresse, ça correspond à ce qu'on observe dans la réalité. Mais lui non, c'est vraiment en rapport avec le sexe. Et on peut dire, mais non, c'est symbolique, quand il parle du concept du complexe de castration chez les petites filles. Le fait que c'est parce que les petites filles n'ont pas de pénis qu'elles se conduisent si repliées sur elles-mêmes à son époque, les yeux baissés, qu'elles servent à table, qu'elles n'osent pas s'affirmer. On aurait pu dire c'est symbolique pour signifier, comme les petites filles sont considérées comme inférieures aux garçons par leurs parents, eh bien évidemment, elles se replient sur elles-mêmes. C'est parce qu'elles sont des petites filles. Non. C'est véritablement phallique au point qu'une de ses disciples, comme Françoise Dolto, aura des considérations sur une petite fille équilibrée qui se crée des phallus de substitution quand elle fait de la danse classique avec ses gestes de main, gracieux, ouverts, parce que enfin, alors que la petite fille qui est complexée est toute repliée sur elle, toute refermée, et donc c'est qu'elle refuse d'avoir un phallus de substitution. C'est une idéologie. Il y a des parts de vérité, on peut les deviner en cherchant un peu, mais c'est devenu énorme. Et pourquoi ça accroche auprès de toute une civilisation? C'est une crise d'adolescence. C'est la génération de mai 68 qui va adorer Freud, parce que Freud lui permet de se libérer de toutes les culpabilités sexuelles et de se donner librement à ce qui lui plaît, à savoir, faisons l'amour librement. C'était son obsession. Cette même époque, on peut citer Sartre, qui lui va exalter la liberté qui structurerait tout notre être, et il n'y aurait de morale que notre liberté et ses conséquences logiques. C'est l'existentialisme. C'est un âge assez étonnant, mais c'est surtout un âge qui va être terrible, parce que si les idéologies en étaient restées à des systèmes conceptuels qui tournent en rond, comme le structuralisme, on aurait pu dire, bon, bien, les philosophes sont devenus des planeurs, et puis c'est pas grave. Le problème, c'est qu'ils sont retournés au réel pour appliquer leur système dans le réel. Et donc c'est responsable, ces idéologies-là, de centaines de millions de morts au XXe siècle. Et déjà au XIXe siècle, avec le capitalisme pur, c'est-à-dire l'idéologie qui consiste à dire que si on laisse sans aucune règle de gestion le capital gérer tout l'économie, sans que l'État n'intervienne pour rien, sans qu'il y ait aucun syndicat, ça va aller très bien. Donc déjà à cette époque-là, il y avait eu des millions de morts
dans la misère ouvrière, des mines, etc. Alors en ce début de XXIe siècle, ayant subi successivement toutes les idéologies possibles, on peut en compter sans doute 6 ou 7 qui se sont déclinées depuis 1830 jusqu'à maintenant, eh bien on peut espérer que l'humanité occidentale, enfin calmée, entrera dans ce qu'on appelle, dans ce que le pape Jean-Paul II appelle l'âge adulte de la philosophie. Il développe cette pensée-là dans son encyclique sur la lumière de la vérité. Et le pape Benoît XVI continue à sa suite. L'âge adulte de la philosophie, c'est quoi? C'est simplement, calmement et paisiblement, de donner à chaque discipline sa juste place. Par exemple, que la science reste science. Elle sait qu'elle étudie par sa méthodologie uniquement le domaine de ce qui est mesurable, la matière, les réactions chimiques. Il lui faut des maths. Et donc qu'elle ne prétende pas expliquer ce que c'est que l'amitié. Alors elle peut expliquer comment, dans le cadre de l'amitié, il y a dans le cerveau des réactions chimiques. Ça, c'est son domaine. Mais si elle commence à dire que l'amitié, c'est purement chimique, elle sort de son domaine. Qu'elle reste épistémologiquement là où elle est. Et pour le faire, pour qu'elle reste à son domaine, il est important que les scientifiques fassent leurs humanités, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas que des purs mathématiciens. On en rencontre, hélas, de plus en plus. Des gens qui n'ont fait que de la science dure, qui n'ont aucun sens des autres domaines des sciences, qui sont différentes, et qui du coup croient pouvoir tout expliquer par leur domaine de science dure. En réalité, il y a d'autres sciences. Outre la science positive, il y a les sciences humaines, comme la philosophie, dont fait partie la psychologie, et qui, elles, ne se fondent pas seulement sur les mathématiques. Parce que dans le réel, il n'y a pas seulement des phénomènes qui se produisent toujours de la même façon. Par exemple, si je lâche ce crayon, il va tomber. Toujours de la même façon. Avec la gravité, G, qu'on peut calculer en mathématiques. Ça, c'est le domaine des sciences modernes, elle est tout à fait réaliste dans son domaine. Par contre, si je passe à la télévision une publicité, par exemple pour vanter un fromage, et que je la passe, et il y a une femme en soutien-gorge, je saurais que je vendrais un certain nombre de fromages en plus, non pas à cause du fromage, mais à cause de la femme. Ça paraît curieux comme idée, mais ça marche. Ça, c'est une science humaine. La sociologie va étudier le pourcentage d'amélioration des ventes. Mais la philosophie, elle, ce qu'elle va montrer, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas dupes et qui sont capables de voir que c'est plutôt de mauvais goût que de vendre un fromage en mettant une femme en soutien-gorge. Et qui vont donc peut-être refuser d'acheter, même si dans la masse des gens, il y aura peut-être plus de ventes. Le domaine de la philosophie, il étudie des phénomènes qui ne se produisent pas toujours de la même façon, mais qui se produisent la plupart du temps de la même façon, ça c'est la sociologie, et qui parfois ne se produisent comme jamais on l'aurait attendu. C'est le domaine de la liberté. Eh bien la philosophie, tout ça, elle l'étudie. Elle n'a rien qui n'appartienne au réel, qu'elle ne peut pas étudier, du moment qu'elle le fait par les simples forces de son intelligence naturelle. Troisième domaine, la théologie révélée. Elle a sa place. Les religions, pourquoi seraient-elles exclues complètement, à condition qu'elles restent à leur juste place? C'est vrai que quand on fait de la philosophie, on peut découvrir qu'il y a forcément un créateur. C'est des démarches qui ont été faites par beaucoup de philosophes comme Aristote, mais aussi Einstein, à la fin de sa vie, comme philosophe, parlait de ça. Oparine, Bergson, saint Thomas d'Aquin. Par contre, on aura beau se triturer en philosophie autant qu'on peut, on n'arrivera pas à expliquer pourquoi, si il y a un créateur, il nous a mis sur terre, avec la nécessité de perdre ce qu'on aime et de mourir. C'est ridicule, ça ne se tient pas. Et on a beau chercher, par sa raison propre, on ne trouvera pas d'explication. Rien n'empêche que s'il existe un créateur, ou si on y croit, il ait pu révéler et s'expliquer. Les chrétiens disent qu'il y a une explication, à savoir que Dieu prépare dans cette vie, qui est un premier purgatoire, le cœur humain pour un destin éternel qui s'appelle la vision béatifique.
et donc il est nécessaire que le cœur humain soit rendu infiniment humble par un temps de solitude. Pour les bouddhistes, ça va être une autre explication. Ils diront la souffrance n'a pas de sens si ce n'est qu'elle est le symptôme du fait qu'on croit être une personne, alors qu'on n'est pas une personne, on est une partie du grand tout. Donc ces religions et ces sagesses ont leur droit à exister, mais à condition de rester là où est leur domaine, dit le pape Benoît XVI, à savoir dans le domaine de la révélation, pas dans le domaine de l'expérience. Si à l'heure de la mort, toute la vérité qui est cachée de l'autre côté nous est révélée, que nous la voyons de nos yeux, alors on pourra dire que l'explication de la sagesse sera rentrée dans le domaine de la philosophie, puisqu'on la verra de nos yeux. Mais pour le moment, c'est le domaine de la foi. Et donc si la religion reste bien à son niveau, elle parle du sens de la vie. Elle répond aux 3 questions: qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Elle parle du salut. Alors il n'y aura pas de problème. C'est un travail que l'Église catholique a fait, douloureusement, à cause sans doute d'une affaire comme l'affaire Galilée, parce qu'elle a eu sa période où elle s'est mêlée aussi de science, en prétendant dicter aux scientifiques leur domaine, contre l'avis de saint Thomas d'Aquin qui disait qu'il ne fallait pas faire ça. Mais ça n'a pas empêché les hommes d'Église de le faire. Eh bien actuellement, c'est l'islam qui est fortement tenté de cela. J'entends souvent des musulmans dire « Regardez le Coran, il va jusqu'à révéler le Big Bang ». Oui, mais le problème, c'est que le Coran, il dit aussi que les planètes et les étoiles furent créées après la Terre. Donc, si les musulmans gagnent du temps en se disant « Notre Coran nous parle du salut, de la vie éternelle pour les musulmans, mais il n'est pas un livre de science, de physique nucléaire », eh bien ils gagneront 100 ans par rapport aux erreurs qu'ont tentées eux-mêmes les catholiques au grand temps du XIXe siècle où ils inventaient des traités d'apologétique pour essayer de faire concorder la Bible avec la science de l'époque. Les catholiques ont pris de l'avance là-dessus, tant mieux, autant les suivre. Mais en tout cas, l'âge adulte de la philosophie, ce sera un âge où les hommes sauront très précisément, au point de vue épistémologique, c'est-à-dire au point de vue de la science qui met sa place aux sciences, dans quel domaine ils se situent. Il n'y aura pas de rupture, parce que chacun dans son domaine a quelque chose à dire. Le statut de la théologie révélée, pour le philosophe, c'est une opinion, parce qu'il n'a pas de moyen de le prouver. Mais pour le scientifique, la philosophie n'a pas à être un espèce de sentiment vaporeux qui crée des systèmes alambiqués. Ça, ce sont les idéologies. La philosophie, c'est Aristote, modernisé. Un Aristote qui se servirait de toutes les méthodes modernes qu'il aurait bien aimé connaître à son époque. Les scientifiques eux-mêmes sont aristotéliciens dans leur façon de procéder. Mais Aristote ne réduisait pas ses traités à la physique et à l'étude des éléments. Il allait bien plus loin, parce que l'intelligence peut aller bien plus loin. Donc appelons appelons de nos voeux cet âge adulte de la philosophie. Hélas, malheureusement, je crois que l'être humain restera toujours, au niveau des individus, orgueilleux dans la matière qu'il a découvert. On ne pourra pas changer ça. Mais si au moins, au point de vue épistémologique, les professeurs le comprennent, on aura fait une grande avancée dans la paix et dans la discussion mutuelle entre tous ces domaines de compétences.